Bonsoir à tous et bienvenue pour ce numéro spécial des entretiens du Club Félicie. Je suis Tariq Kayem et je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce numéro spécial consacré aux disparus de la guerre civile libanaise. Nous avons décidé de mettre en avant le combat des familles, du comité des familles et des associations qui se battent toujours pour obtenir des réponses. Durant la guerre civile, nombre de Libanais ont disparu, victimes d'enlèvements perpétrés par des forces politiques, militaires ou miliciennes. Ils ont parfois été prisonniers dans des pays étrangers, Syrie ou Israël, ou exécutés, puis enterrés dans des fosses communes, dissimulés et dispersés. En 1991, la loi d'amnistie générale du 26 août 1991 a été proclamée pour tous les crimes commis avant le 28 mars 1991, à quelques exceptions près. La loi d'amnistie générale du 26 août 1991 a absous les crimes perpétrés par les milices et les groupes armés. Cette loi avait pour vocation proclamée de tourner une nouvelle page. Elle a surtout blanchi les seigneurs de guerre, sans aucune contrepartie. Le texte accorde à la population une réconciliation biaisée car les responsables politiques ne peuvent pas être poursuivis. Nous avons l'honneur d'accueillir Sabine Saliba, directrice exécutive de l'association ACT4 TZPA. C'est une association de défense des droits humains fondée en 2010. Sa mission est de contribuer à la clarification du sort des disparus et des disparus du Liban, de favoriser un processus de réconciliation durable et d'empêcher la récurrence de la violence dans le pays. Je laisse maintenant la parole à Stéphanie Skayem pour la première question. Bonsoir à tous, bonsoir Sabine. Pour première question, pouvez-vous donc vous présenter succinctement et nous indiquer votre mission au sein de l'association Act of the Disappeared? Oui, bonsoir. D'abord, merci de m'accueillir pour représenter Act for the Disappeared. Voilà, je suis Sabine Saliba, la directrice exécutive de ACT. J'ai commencé, je suis juriste à la base, j'ai commencé à travailler avec ACT il y a à peu près 6 mois. Donc, mais bon, je sens que ça fait beaucoup plus longtemps que ça parce que ACT est une petite organisation, donc on est impliqué, tout le monde est impliqué un peu dans tout le travail. Donc, nos journées sont chargées, mais on aime tous beaucoup ce qu'on fait, on est assez passionnés. D'accord. Alors, à mon tour, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager au sein de cette association? En réalité, bon, mes raisons sont vraiment multiples, mais elles sont en majorité liées au fait que j'ai grandi et j'ai fait mes études au Liban. Même si j'ai vécu une bonne dizaine d'années à l'étranger, j'ai toujours été fascinée par l'histoire. Et très jeune, j'ai voulu comprendre les raisons de cette guerre qui a détruit mon pays. J'ai remarqué que les victimes ont été complètement abandonnées. Et au cœur de cette problématique, j'ai toujours été touchée par la cause des personnes disparues et par leurs familles, qui sont en attente depuis des décennies de réponses.
dans l'impossibilité de faire leur deuil. Donc j'ai toujours senti que la guerre pour eux ne peut pas être terminée. Et puis ensuite, j'ai voyagé et j'ai rencontré des gens des gens de pays qui ont vécu aussi des guerres violentes. Et certains, malgré la complexité de leurs conflits internes, ont réussi, au moins en partie, à travailler sur une réconciliation, sur des mécanismes de consolidation de paix. Et donc, j'en étais convaincue. On pouvait le faire aussi au Liban, même si on sent que notre conflit est bien trop complexe. Et quels étaient les pays dont vous avez eu écho qui ont essayé de trouver des solutions face à un problème tel que celui qui est rencontré au Liban par rapport aux victimes? C'était des pays d'Afrique? Certains, il y a aussi des gens d'Amérique latine, par exemple au Pérou, il y a eu une commission de vérité et de réconciliation. En Argentine aussi. Et puis, comme j'ai travaillé aussi dans le droit international, il y a les tribunaux spéciaux, comme le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Et donc, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place, soit au niveau local dans certains pays. Il y a beaucoup qui ont été faits en Amérique latine, en Afrique aussi, comme en Afrique du Sud, par exemple, mais aussi au niveau international, comme les tribunaux spéciaux. Et donc, il y a plusieurs sortes de mécanismes qui ne sont pas tout le temps reliés aux mécanismes législatifs ou peut-être ou des mécanismes devant des tribunaux. Donc, ça peut être juste vraiment des dialogues dans les communautés, juste réécrire l'histoire, définir les responsabilités pour qu'il y ait vraiment une réconciliation au niveau du pays. Parce que la vérité sur les crimes qui ont été commis est très importante pour donner une certaine reconnaissance aux victimes. Et c'est à travers tous ces exemples que j'ai vus que je me suis dit, on peut le faire aussi au Liban. Alors, j'avais une question concernant la naissance de votre association. Comment est née cette association et qui sont les fondateurs? Oui. Et donc, ACT a commencé avec un groupe de jeunes activistes, toutes des femmes, qui ont décidé d'organiser un événement il y a 10 ans, le 30 août, à l'occasion de la Journée mondiale des disparus, pour aider les comités des familles à faire entendre leurs demandes et mettre plus de pression sur les autorités pour la création d'une commission nationale chargée d'enquêter sur le sort des disparus. Donc, elles ont organisé un événement pendant 2 jours avec un concert. Elles ont invité aussi des artistes libanais à exposer le travail qu'ils font sur la question des disparus, des ONG nationales et internationales qui travaillent sur la problématique, qui ont pu présenter leur travail aussi. Bien sûr, les familles, il y a beaucoup de familles sont venues, les comités des familles et le CICR. Donc c'est comme ça que l'idée est venue parce que il y a eu beaucoup de participation à cet événement. C'est pour ça qu'il y a eu l'idée de créer l'organisation. À la base, c'était pour sensibiliser les gens et encourager les jeunes à participer et soutenir les demandes des familles. Et puis quelques mois plus tard, l'organisation a été créée pour essayer d'avoir des fonds pour travailler d'abord, c'était la sensibilisation et la advocacy. Aujourd'hui, comme vous avez dit, notre mission est de contribuer à clarifier le sort des disparus au Liban et à favoriser un processus de réconciliation durable pour essayer d'éviter qu'il y ait un renouveau de violence au Liban. Alors, pouvez-vous nous présenter les activités de votre association? Oui. Je peux un peu les classer en 2 programmes parce qu'un peu c'est très relié, mais
D'abord, on peut parler de dialogue, du travail qu'on fait sur le dialogue et de recherche de vérité, parce que ACT documente les événements de la guerre en mettant l'accent sur le sort et le lieu des disparus. On essaie de recueillir aussi les histoires de la guerre, de par les témoins de la guerre, et lancer des dialogues intergénérationnels et intercommunautaires. Donc en 2015, nous avons lancé un projet de recherche pour collecter et préserver les informations vitales pour tout processus de recherche de vérité sur le sort des disparus de la guerre. En effet, parce que comme ça fait, le temps passe, ça rend les témoignages plus difficiles et en plus les fosses communes sont endommagées ou détruites par les activités de construction. Donc, nous avons recueilli des informations et on continue de le faire, sur des cas individuels de disparition, sur des événements de la guerre civile liés à ces cas de disparition, sur des postes de contrôle qui existaient pendant la guerre, sur des centres de détention. Et nous recueillons ces informations auprès des familles des disparus, des anciens combattants et des témoins. Et nous avons fait aussi une sorte de mapping des fosses communes où des personnes ont été enterrées pour protéger ces fosses communes contre la destruction avant leur exhumation éventuelle par la Commission nationale pour les disparus. Et toutes les données de cette recherche sont destinées à être transmises à la Commission une fois opérationnelle. En 2015 aussi, on a lancé un projet d'histoire orale intergénérationnelle pour rassembler les histoires des disparus et des souvenirs de guerre. On a présenté sur 2 plateformes en ligne, mais je pense qu'on en parlera plus tard, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Pour passer aussi à une autre partie de notre travail qui est basée sur le support aux familles de disparus. Et c'est un travail de support psychosocial et de commémoration. Donc, on travaille pour soutenir les familles des disparus et pour faciliter leur participation au processus de recherche et au processus du travail de la commission. Depuis 2006, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Comité des familles des disparus, on a mis en œuvre un projet psychosocial pour soutenir et impliquer les familles des disparus dans le travail. Le projet couvre toutes les régions au Liban. Et on fournit une variété de mécanismes de soutien à plus de 300 familles à travers soit des visites à domicile, des évaluations des besoins, et donc par rapport à ça, des renvois de cas à certaines prestations de services, des séances d'information, des séances de support psychosocial en groupe, et aussi des activités de commémoration. Donc, les activités avec les familles, puisque beaucoup sont faites en groupe, renforcent les dialogues intercommunautaires, parce qu'on rassemble des familles de communautés et d'horizons différents. Donc, on met en valeur leurs expériences, leurs causes communes, et on les encourage à poursuivre leur combat. Ce n'est pas spécialement nous, mais c'est le dialogue qui encourage la poursuite du combat. Oui, bien sûr. Et donc, pour donner un exemple des activités de commémoration, vous l'avez peut-être vu, on a lancé en novembre l'année passée une exposition en ligne qui s'appelle Empty Chairs Waiting Families. C'est chaises vides, familles dans l'attente. Et c'est un projet, c'était la seconde partie du projet avec le CICR, où des membres de familles de disparus conçoivent et peignent des chaises en souvenir de leurs proches disparus. Et ces chaises ont été préparées par des frères, des sœurs, des pères, des épouses, même des petits-enfants de personnes disparues au Liban. Et ces chaises symbolisent ces espaces vides qui ont été laissés par les disparus.
Et c'est vraiment l'œuvre créative des familles. La plupart n'avaient jamais tenu un pinceau avant ces séances. Et, cette œuvre reflète les souvenirs que les proches ont de leurs disparus. Euh, et donc, aussi, comme toutes les séances qu'on a faites, elles ont été construites pendant des séances de groupe qui ont permis aux familles de partager leurs souffrances avec d'autres familles qui ont vécu une situation similaire et de transformer toutes ces discussions en une expression artistique. Et donc aujourd'hui, on a cette plateforme en ligne où vous pouvez voir toutes les chaises. On en a plus de 200 et lire un peu l'histoire de ces chaises à travers un peu l'explication qu'ont donné les membres de la famille qui les ont préparées. Alors, en quoi consistent du coup les initiatives Fossah Amal, donc Espace pour l'espoir, et Map of Memory? Donc, comme j'ai commencé tout à l'heure à dire, on a beaucoup travaillé on travaille beaucoup sur la mémoire orale. Donc, en 2016, on a lancé d'abord Fossah Amal, qui, comme vous l'avez dit, signifie Espace pour l'espoir. C'est une sorte de mémorial en ligne pour rendre hommage aux personnes portées disparues et pour encourager une meilleure compréhension du conflit. Donc, l'initiative consiste à collecter des informations sur les personnes disparues et à leur consacrer un espace sur cette plateforme numérique. Et donc, on voulait aller au-delà des faits de la disparition et raconter leur histoire et leur rendre hommage aussi à leur famille. Donc, on a raconté l'histoire un peu à travers les mots de leur famille. Et ils ont chacun un espace sur cette plateforme. Et quand c'est possible, on affiche leur histoire personnelle, des informations biographiques, des photos et aussi des informations sur leur disparition. Plus tard, en 2018, on a lancé Memory Map, qui est une carte de la mémoire en ligne. Et on l'a lancé à l'occasion du déclenchement de la guerre civile, donc en avril 2018. Memory Map se focalise sur des lieux et des événements qui sont devenus des éléments, des endroits clés, symboliques du passé traumatisant du Liban. Donc on s'est un peu focalisé sur ces événements et sur ces lieux qu'on connaît à travers les histoires qu'on nous raconte. Et donc on voulait inciter les gens, encourager les gens à raconter leurs histoires, ce qui n'est vraiment pas facile parce que on n'a pas beaucoup de personnes qui veulent vraiment revenir vers ce passé douloureux. Mais tout en développant ces plateformes, on a voulu encourager les jeunes à participer à ces initiatives. Donc, on a entamé une sorte de dialogue intergénérationnel. On a organisé d'abord des formations pour des groupes de jeunes pour qu'ils puissent interviewer eux-mêmes les familles qui, elles, comme elles sont un peu plus âgées, ont peut-être plus de difficultés à accéder à ces plateformes et remplir les données elles-mêmes. C'était l'occasion pour la jeune génération d'avoir des discussions ouvertes avec l'ancienne génération et d'en apprendre davantage sur la guerre du Liban et de mieux comprendre comment le passé façonne notre présent. Et donc pour nous, c'était très important de commencer ce dialogue. Et je voulais savoir aussi, parce que j'avais vu que ces initiatives-là avaient été relayées par les médias internationaux. Est-ce que ça a permis de mieux faire connaître votre combat et d'être mieux aidé par des instances internationales? Peut-être des instances internationales, je dirais
Non, mais au niveau local, ça a beaucoup aidé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de médias au niveau international qui ont relayé l'information, les plateformes. Et donc, en tant que sensibilisation au niveau international, oui, il y a plus de gens qui sont au courant de la cause et qui ont envie d'aider. Euh, mais aussi au niveau local, surtout pour Fushat Amal, parce que pendant un an et demi, on a publié une histoire par semaine dans 3 journaux différents. Un journal, L'Orient le Jour en français, un journal en anglais, un journal en arabe. Et donc ça a beaucoup aidé. On a fait beaucoup de campagnes sur le terrain aussi pour raconter ces histoires, pour aussi inviter les gens à nous raconter leurs histoires. Donc au niveau national, ça a beaucoup aidé. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui plus tard ont voulu nous aider avec la recherche et qui voulaient faire plus d'interviews. Donc oui, mais on veut continuer toutes ces activités aujourd'hui. Donc on est en train de formuler de nouveaux projets pour continuer un peu ce qu'on a semé avec ces plateformes. Et donc, en avril, on veut lancer une nouvelle plateforme qui combine les deux parce que c'est parce que les fonds sont limités qu'on ne pouvait pas le faire dès le début. Donc, on essaie maintenant, avec des petits moyens, d'avoir une nouvelle plateforme qui combine un peu toute la recherche et toute cette histoire orale qu'on a déjà sur notre site, sur notre database et sur ces deux plateformes. Alors, vous, vous travaillez en étroite collaboration avec des associations telles que le comité des familles des disparus et des kidnappés et par solide soutien libanais en détention et en exil. De, quelque, de quelle manière votre association vient-elle en aide à ces comités? En quelque sorte, on a toujours voulu que ACT vienne en support à leur travail. Nous avons bien sûr notre propre identité, notre propre travail, mais le travail des comités est essentiel et c'est grâce à eux que le combat a continué sans interruption depuis des décennies. Dès le début, on a beaucoup travaillé avec Solid et avec le comité des familles. Malheureusement, aujourd'hui, après la mort de Raziad, qui est le porte-parole, qui était le porte-parole de Solid, Solid n'est plus très active en tant qu'organisation. Mais notre travail avec avec les familles que j'ai expliqué tout à l'heure se fait principalement en partenariat avec le comité des familles des disparus et des kidnappés. D'accord. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les figures historiques de ces associations, Raziad et Wadad Halwani? Oui, oui, c'est Razi, Had et Wadad Halawani sont vraiment les symboles de la cause des disparus de la guerre au Liban. Wadad Halawani a commencé à militer pour le retour de son mari qui a été enlevé en 1982 et aujourd'hui elle est présidente du comité des familles des disparus. Et tout a commencé quand elle a fait un appel à la radio en 1982 après l'enlèvement de son mari à toutes les femmes et toutes les familles qui attendent le retour de leurs proches disparus. Et des centaines de personnes l'ont retrouvée dans les rues de Beyrouth. Et depuis, elle n'a pas arrêté de se battre. Et aujourd'hui, elle est membre de la Commission nationale sur les disparus. Raziad était le porte-parole de Solid. Et il s'occupait depuis 1989 du dossier des détenus libanais dans les prisons syriennes. Il nous a malheureusement quittés en 2016 et c'était vraiment une période assez triste pour le Liban, pour la cause des disparus, pour les familles et pour nous en tant que société civile parce que Razi était vraiment un personnage très charismatique.
Il a beaucoup travaillé sans relâche pour garder la mémoire de ces Libanais disparus vivantes. Il n'a épargné vraiment aucun moyen. On l'a tous vu dans des sit-ins, des grèves de la faim, des manifestations, pression avec les autorités, des conférences. Il a vraiment tout fait pour avancer le dossier des disparus. Donc, vraiment, il a un grand, grand mérite pour où on en est aujourd'hui. Et Wadad aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est des figures assez importantes au Ouais. Liban et je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en avant pour par rapport à leur action. C'est vrai, je suis d'accord. C'est des figures exceptionnelles. Leur parler, on remarque vraiment la force qu'ils ont ou qu'ils avaient pour dire. Je vais passer à la question suivante. C'est en lien avec le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Mm. Le CICR joue un rôle central dans le dossier. En 2012, le CICR a commencé à recueillir des données sur les disparus et des échantillons biologiques auprès des familles. L'objectif était de créer une banque de données pour pouvoir identifier les restes humains exhumés des tombes potentielles. Vous avez mis en place un projet d'enquête en coordination avec le CICR. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Notre travail de documentation a pour objet de compléter celui du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Donc, le projet d'acte de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure consiste à collecter des informations sur des cas individuels de disparition, des événements de la guerre civile liés à des cas de disparition, des points de contrôle et des centres de détention, et aussi des informations sur les fosses communes. Et donc, ce projet complète le projet de collecte de données du CICR auprès des familles de disparus. Alors que le CICR recueille des informations détaillées sur les personnes disparues, l'objectif de Act for the Disappeared est d'enquêter sur les circonstances de disparition, de localiser des fosses communes pour les protéger et aussi de formuler des hypothèses sur l'identité possible des personnes enterrées dans les fosses communes afin de faciliter le processus d'identification. Donc c'est comme ça qu'ils se complètent. C'est pour ça qu'en 2017, on a commencé à développer notre propre logiciel, notre propre base de données qui permet de classer une grande quantité d'informations liées au cas de personnes disparues, de relier chaque couche d'informations et de les intégrer automatiquement dans un système de cartographie. Donc aujourd'hui, on a collecté des données sur des milliers de cas de disparition, des centaines d'événements, des points de contrôle et de centres de détention. On a aussi fait un mapping de plus d'une centaine de fosses communes. Une grande partie de ce travail est confidentiel, donc l'accès à la base de données est confidentiel parce que ces données sont destinées à être transmises à la Commission nationale pour les disparus une fois son travail opérationnel. Alors, plusieurs commissions ont été constituées par décret en 2000, 2001 et 2005, mais n'ont abouti à aucun résultat. En 2014, le Conseil d'État, la plus haute autorité judiciaire, avait accordé aux familles des disparus le précieux droit de savoir. Le 12 novembre 2018, le projet de loi sur la création d'une commission nationale sur les disparus a été adopté par le Parlement libanais. Cette loi est une avancée majeure pour le comité des familles des disparus qui se bat depuis 1982. Concrètement, cette commission, qui existe depuis 4 ans, a-t-elle permis de faire avancer la vérité ?
Oui, en réalité, la Commission nationale n'a été créée qu'en juin 2020. En 2018, la loi a été adoptée au Parlement pour demander la création de la Commission nationale, mais le gouvernement n'a créé la commission qu'en juin l'année dernière. Et elle est chargée de clarifier ce qui est arrivé aux disparus, de localiser et exhumer les fosses communes, d'identifier les restes humains et de les rendre, si possible, à leurs familles, ainsi que de fournir des réparations aux familles. Malheureusement, la commission n'est pas encore opérationnelle à cause de plusieurs choses. Un, parce qu'il faut qu'il y ait 10 membres et il n'y en a que 8 aujourd'hui. Donc, la commission attend toujours que les autorités nomment deux personnes. Et il faut un budget qui soit accordé à cette commission. Mais en tant que société civile, on essaie de travailler, de mettre un peu la pression sur les autorités pour qu'ils réagissent à ce sujet, parce que vraiment on a confiance en ces membres. Comme je vous ai dit, Wadad Halawani est membre de la Commission nationale et il y a des représentants de la société civile, des chercheurs, des médecins, des juristes. Et donc, vraiment, ils peuvent je pense qu'ils peuvent vraiment avancer la cause, sauf que maintenant, le travail qui doit être fait est vraiment sur la pression sur les autorités pour qu'ils complètent la commission. Pensez-vous qu'il y a un blocage volontaire ou c'est juste le manque de moyens, les circonstances actuelles qui font que c'est un peu plus compliqué d'avancer sur cette commission? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de volonté, mais aussi le fait que, parce que la commission a été nommée quand le gouvernement avant la démission du gouvernement. Et donc aujourd'hui, ils ont du mal à prendre. Les 2 membres restants doivent être nommés par décret et je pense qu'ils peuvent le faire. Mais je pense qu'il y a un manque de volonté de prendre des décisions aussi fortes parce que bien sûr, l'exhumation de fosses communes, qui sera un peu le gros du travail de la commission, et n'est pas facile vraiment à faire. Et donc nous, on avait trouvé que c'était vraiment, on était très contents quand la loi est passée d'abord, puis quand le gouvernement démissionnaire aujourd'hui a passé le décret. Et malheureusement, 2 des 10 membres ont refusé pour des raisons personnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 8 membres. Et donc, on est vraiment dans une impasse parce qu'il nous faut un nouveau gouvernement peut-être pour le décret, ou est-ce que le gouvernement actuel peut nommer par décret ces 2 membres. Donc, on essaie de faire pression aujourd'hui parce qu'à un moment, la commission voulait quand même, les membres de la commission voulaient quand même travailler, commencer leur travail, mais dernièrement, ils ont décidé qu'il faut quand même attendre les 2 derniers membres. Et c'est donc vraiment une nouvelle maintenant et on veut travailler plus sur la pression sur les autorités. Et donc, de notre côté, c'est très important de continuer sans relâche notre travail de recherche parce qu'il a pour but vraiment d'accélérer le travail de la commission une fois la commission opérationnelle, avant que tous ces témoins, toute cette information n'existe plus et que les fosses communes soient encore plus endommagées. Et les 2 membres manquants de la commission, j'imagine que ce sont des personnes les membres de la commission, ce sont des personnes qui sont choisies en fonction de ce qu'ils représentent, du travail qu'ils ont fourni dans le cadre de ces recherches. Mais est-ce que ces 2 personnes, ça peut évidemment pas être n'importe qui, mais qui sont ces 2 personnes qu'on attend au final pour pouvoir relancer le travail de la commission? Au fait, je n'ai pas la liste aujourd'hui, mais il y avait quand même une grande liste de nominations. Donc, c'est pas le travail de nommer les 2 autres personnes, ce n'est pas très dur parce qu'à
la base, quand ils ont choisi les 10 personnes, ils avaient une liste plus grande. Et donc, il y a eu une sélection. Et donc, ce n'est pas très difficile à mon avis. C'est juste qu'il faut cette volonté et cette action. Et nous aussi, on ne sait pas si un nouveau gouvernement va vouloir que cette commission soit active. C'est pour ça qu'on préfère quand même que ça soit fait le plus vite, parce qu'en même temps, dans la loi, la commission n'a que 5 ans pour terminer son travail. Ah, d'accord. Après, cela sera décidé que la commission, que le délai de 5 ans commence quand les 10 membres sont là, ou le délai débute en juin 2020. D'accord. Donc, oui. Donc ça, voilà, le délai ne commence pas à courir dès maintenant, tant qu'il n'y a pas les 2 personnes manquantes. Normalement, non. Ouais. Ouais. D'accord. Et moi, j'avais une question par rapport à l'Afrique du Sud. Parce que quand ils sont sortis de la période de l'apartheid, il y a eu une commission de réconciliation. Et Ouais. ce qui, justement, moi, me choque dans le cas libanais, c'est qu'il y a eu une loi d'amnistie, mais sans contrepartie. Ouais. Alors qu'en Afrique du Sud, c'était soumis à des conditions. Et moi, je pense que c'est ça le véritable problème, c'est que on a accepté l'amnistie sans vraiment penser au reste, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est triste. Ouais. Oui, c'est vrai. Et nous, on appelle cette loi la loi d'amnésie parce que Oui. c'était un peu pour que tout le monde oublie, alors que c'est impossible d'oublier. Et les gens, on a toujours cette peur de l'autre à cause du fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et, Ouais. et pourquoi par exemple, dans d'autres pays qui ont vécu à peu près la même situation, les, les choses se sont améliorées plus rapidement qu'au Liban, par exemple. Ouais, parce qu'il y avait je pense que il y a eu une volonté, ils ont eu un peu des leaders qui ont voulu avancer la cause nationale, améliorer les choses. Nous, on se retrouve après la loi d'amnistie. euh, c'est même les représentants des partis, des milices de la guerre sont restés au pouvoir. Et donc, bien sûr, il n'y a pas eu cette volonté de changer les choses parce que ça les a arrangeait de rester là. Euh, et aussi, on n'a jamais écrit l'histoire de la guerre. Et je pense que aussi, c'est pas juste euh, les grandes figures qui ont eu tort, c'est aussi que nous, en tant qu'individus, en tant que société au Liban, il faut que cette volonté vienne de notre génération et aussi surtout de la nouvelle génération de savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas l'histoire de la guerre, on ne l'étudie pas à l'école. Et donc vraiment la responsabilité, pour moi, est dispersée partout parce que on est tous responsables de ce manque de vérité. Et je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui, alors qu'on vit une révolution au Liban, révolution qui est surtout menée par les jeunes. Il faut que les jeunes, qu'on ouvre ce dialogue entre les jeunes et la génération de la guerre et qu'on identifie tous les faits de cette guerre, qu'on les écrive sur papier et qu'on établisse un peu les différentes responsabilités. Euh, je pense que vous vouliez aussi qu'on parle de justice transitionnelle et l'idée En de... fait, j'y venais, en fait. Oui, je vais arrêter et puis je continuerai. D'accord. Alors, euh, votre association est attachée au concept de justice transitionnelle. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la justice transitionnelle et euh, permet-elle vraiment la réconciliation? Donc la justice transitionnelle se base sur plusieurs processus
ces mécanismes pour essayer de faire face à des violations massives commises dans le passé. Le but étant d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Et la justice transitionnelle se base sur 4 principes pour lutter contre l'impunité. Donc, c'est vraiment toujours le but est de lutter contre l'impunité. Donc, d'abord, elle se base sur l'obligation faite à l'État d'enquêter sur les auteurs présumés de violations manifestes des droits de l'homme et du droit humanitaire, donc le droit de la guerre. Ensuite, le droit de connaître la vérité sur les violations passées et sur le sort des personnes disparues. Aussi sur le droit pour les victimes de violations d'obtenir réparation. Et enfin sur l'obligation faite à l'État d'empêcher par différentes mesures que de pareilles atrocités ne se répètent à l'avenir. Mais pour mettre ça en application, il y a vraiment plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes de recherche de la vérité, comme les commissions de vérité. Il y a des mécanismes judiciaires, qui soient nationaux ou internationaux, ou même parfois hybrides. Il y a les réparations faites aux victimes. Les réparations, ce n'est pas toujours de l'argent, ça peut être vraiment mais la mémorialisation, y compris leurs histoires, les réformes institutionnelles, y compris le contrôle de sécurité, et vraiment beaucoup d'autres réformes qui ont pour but d'empêcher que ces violences ne recommencent. Et je pense qu'aujourd'hui au Liban, on doit baser notre justice, les mécanismes de justice transitionnelle sur la vérité. Et je pense que c'est impératif aujourd'hui de travailler sur la vérité en tant que base pour la réconciliation au Liban. On peut utiliser divers moyens, voir les moyens qui ont été utilisés ailleurs et les adapter aux besoins du Liban. Et c'est ça ce qui est clé, parce que chaque pays a des besoins différents, on les adapte aux besoins du Liban. C'est vrai qu'aujourd'hui on discute de tout ça 30 ans après la fin de la guerre. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment la nouvelle génération qui devrait mener tous ces mécanismes, parce que il faut vraiment écrire. Pour moi, c'est important d'écrire l'histoire. Parce que comme ça, on comprend aussi que c'est toutes les parties au conflit qui ont commis des crimes, et on n'est pas en train d'attaquer une communauté et pas l'autre. C'est des parties au conflit qui ont commis des crimes. Et aujourd'hui, la justice peut se faire de différentes manières. L'écoute des victimes, des réparations, l'établissement des faits, pour moi, est clé aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont vos besoins et comment tout un chacun peut vous aider à contribuer à votre action? Oui, il y a plusieurs moyens. D'abord, pour nous, ce qui est très important maintenant, c'est l'information, la recherche d'information. Donc, le partage de cette information qui est vraiment dans les mémoires, dans la mémoire de la génération de la guerre. Donc, vraiment avoir accès à des témoins qui sont prêts à partager leur expérience, à des combattants qui veulent aujourd'hui raconter leur histoire, aussi des familles de disparus qui veulent qu'on n'oublie pas leurs proches, aussi pour faire passer le message à la commission. On veut aussi, ce qui est très important, c'est la pression qu'il faut mettre sur les autorités pour l'activation du travail de la commission. Parce qu'on ne va pas tout le temps avoir la chance d'avoir une commission. Il faut vraiment qu'elle puisse faire son travail.
Et aujourd'hui, bien sûr, comme beaucoup d'organisations en ce moment, on a besoin de fonds. On a besoin de fonds surtout pour notre travail de documentation parce que le temps passe et il faut accélérer ce travail avant qu'on n'ait plus de témoignages, tous les témoignages dont on a besoin pour écrire cette histoire et pour aider le travail de la commission, mais aussi pour le support aux familles. Pour que ces familles puissent être représentées devant la commission, pour qu'ils partagent avec la commission leurs besoins et leurs attentes de son travail, mais aussi pour un support psychosocial. Si le travail d'exhumation des fosses communes commence, ça peut être très traumatisant pour les familles et elles ont besoin vraiment d'un grand support de la part de la société civile et de la commission euh, pour ne pas accentuer encore plus le trauma. Avez-vous un message à faire passer? Oui. Je pense vraiment, on pense en tant qu'organisation que le sort non résolu de ces milliers de personnes portées disparues suite à la guerre qui a duré de 75 à 90 se trouve au cœur de l'héritage de la guerre libanaise. La plupart des personnes portées disparues sont des personnes civiles. Elles ont été kidnappées de leur domicile, des rues, des points de contrôle contrôlés par des milices ou par l'armée, par plusieurs armées qui étaient au Liban. Et les familles de ces personnes portées disparues attendent toujours des informations sur le sort de leurs proches. Et donc, aborder la question des disparus est crucial pour mettre fin à l'injustice subie par les familles des personnes disparues. Et la réconciliation au niveau national ne peut avoir lieu sans poser vraiment les bases d'un processus de guérison collective et d'établissement de la vérité concernant les atrocités commises par la guerre, pendant la guerre. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite à vous et à votre association une bonne continuation. C'est très important ce que vous faites et j'espère que vous allez continuer, qu'on va pouvoir au maximum connaître la vérité pour pouvoir repartir sur des bases solides grâce à un travail de fond, parce que c'est quasi un travail scientifique, d'enquête qui est assez long et il y a beaucoup de victimes qui sont en jeu. Et c'est très important pour le Liban, ce que vous faites. Donc, bravo et merci pour toutes ces explications très claires. Et voilà, bon courage, bonne continuation. Et puis, voilà, ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup. J'étais très contente de pouvoir parler, vous rencontrer aussi.